Donc, merci à tous et à tous d'être présents pour ce webinaire. Dans le public, j'ai des gens qui sont dans les métiers du coaching, mais j'ai aussi des managers. Donc voilà, donc l'idée là, c'est vraiment de travailler pour rester des managers durables et donc pour les coachs, pour accompagner les managers dans leur durabilité et faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps possible en bonne santé mentale, émotionnelle, voire physique, hein, ça va y participer. Donc le programme, c'est vraiment vous partager, vous présenter les moyens de gagner en efficacité dans son rôle de manager en étant extrêmement aligné et d'avoir 4 clés qui sont évidemment dont je vais vous partager le détail sur chaque slide. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais du coaching et de la formation depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai ouvert plusieurs entités avec des statuts différents. La société que je dirige aujourd'hui, c'est Cap Résilience et qui a, depuis le début février, 15 ans d'activité. Le point de départ de ce webinaire, en fait, je rencontre pas mal de managers dans mon métier d'accompagnante qui sont en souffrance, qui frôlent le burn-out. Beaucoup, on parle beaucoup du burn-out, mais beaucoup en font, mais beaucoup aussi n'en font pas et restent un peu comme sur une ligne de crête. Mais du coup, ça abîme énormément et émotionnellement et mentalement, ont de la charge mentale, ont des émotions qui sont inconfortables. Et donc, l'idée de ce webinaire était de justement partager pour faire en sorte que les managers arrivent à s'aligner le mieux possible avec ce rôle qui est évidemment extrêmement challengeant, où en général, on y va parce qu'on a envie d'aimer les gens, de les voir réussir, tout ça. Et puis en fait, quand on se retrouve les pieds dedans, c'est pas toujours évident et on peut fortement se retrouver embêté et bousculé dans nos rôles de manager. Donc la première clé, c'est une relation forte. Mais alors, une relation forte, ça veut dire quoi finalement? Parce que on sait bien que dans nos rôles de manager, voilà, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, on peut pas avoir des relations extrêmement intéressantes avec tout le monde, mais quand même, c'est hyper apprenant de se dire que la relation va faire, je dirais, 80% du boulot. Si j'ai une relation forte avec mes collaborateurs et aussi avec mes hiérarchiques, hein, au passage, ça peut marcher dans les deux sens, hein, que ce soit en management descendant ou dans le fait d'être managé, je vais être plus alignée, je vais avoir moins de charge mentale, je vais avoir moins d'émotions inconfortables et je vais pouvoir mieux faire mon job. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est que déjà, je mets en place une écoute active et une écoute de ce que mes collaborateurs ont à me dire, à la place des explications ou des justifications que je pourrais donner. En fait, le prorata, c'est 70% d'écoute pour 30% d'explications, de directives, de justifications de mes décisions. Et donc, on va vraiment développer la capacité finalement à se mettre dans une posture d'écoute pour gagner en efficacité, mais aussi gagner en énergie. Hein. Plus j'explique, plus je justifie, plus je déroule mon propos et le pourquoi du comment j'ai décidé ça et je voudrais qu'il fasse ça et je perds une énergie de dingue. Et donc, je m'affaiblis hein, physiquement, émotionnellement et mentalement. Je vais questionner aussi, et ça va participer à avoir une relation forte, je vais questionner pour rendre mon interlocuteur plus compétent, plus intelligent. Alors souvent dans cette dynamique-là, j'ai des gens qui me disent oui, non mais c'est bon, je leur dis qu'est-ce que tu ferais à ma place, mais je pense que tu es compétent, donc qu'est-ce que tu déciderais? Euh, c'est pas seulement ça, questionner pour rendre son interlocuteur plus compétent, plus intelligent. C'est aussi valoriser, faire du recadrage conversationnel valorisant et dire à l'autre, c'est pas seulement poser la question de qu'est-ce qu'il ferait à notre place, c'est aussi de dire si tu avais toute liberté pour faire les choses, s'il y avait personne qui te regarderait, comment tu agirais?
Qu'est-ce que tu déciderais qui finalement est bon pour la boîte, est bon pour ton poste? Je vais questionner aussi pour leur permettre de se rendre compte qu'ils pourraient être à une autre place et avoir une autre vision de ce qui se passe à leur endroit. La notion de feedback, alors évidemment, on a présentement pas mal de gens qui savent donner du feedback puisque ça fait vraiment partie de nos attributions pour ceux qui sont dans l'accompagnement, hein, de donner un feedback positif. Mais souvent, on attend qu'il y ait une matière à feedback. Et moi, j'aime bien cette idée que je peux donner du feedback positif en début de réunion, en début de journée, à un moment où finalement, les gens n'attendent pas du feedback. Je prends un exemple plus personnel, par exemple, avec un adolescent. Si je veux travailler à la relation forte avec un adolescent, c'est pas au moment où il fait quelque chose de bien que je peux le féliciter ou au moment où il fait quelque chose qui ne me convient pas que je vais lui dire mais je t'aime quand même, mais t'es quelqu'un de bien, mais là il faut que tu augmentes ta vigilance sur ce point. Non, je vais faire aussi des feedbacks positifs à des moments où il s'y attend pas. Et ça soude fortement la relation. Donc typiquement, voilà, dès le matin, je le regarde, je dis mais dis donc, t'es vachement bien habillé, on sent que voilà, que t'améliores ta façon de t'habiller, c'est super, et je suis sûre que les gens qui t'entourent vont le remarquer. Enfin voilà, je vais faire vraiment des feedbacks à des moments qui sont pas des moments déjà écrits. Donc oui, Hermance, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon PNL du matching, c'est-à-dire de voir ce que la personne met en place. Je vais recadrer de façon bienveillante mais efficace. C'est-à-dire que je peux vraiment dire un désaccord, mais qui va être un désaccord bienveillant. Par exemple, quelqu'un qui me dirait non, mais je vais pas y arriver, non, mais j'ai pas assez de temps. Évidemment que je peux questionner pour rendre mon interlocuteur plus compétent, plus intelligent, mais il y a des moments où je suis obligée d'aller vite et où je peux pas prendre le temps. Et donc là, je vais recadrer. Et si la personne me dit non, mais je vais pas y arriver, je vais pas avoir le temps, je suis sûre que tu vas trouver, je suis sûre que ça va le faire. Je suis sûre que ça va bien se passer. Donc vraiment, je peux recadrer de façon extrêmement bienveillante, mais dans l'idée de l'efficacité et dans l'idée de pousser la personne à agir malgré ses craintes, malgré ses croyances limitantes, malgré les idées qu'elle peut avoir sur elle-même ou sur le job à faire ou sur le temps qui lui est imparti ou sur les règles qui sont pas exactement les règles qu'elle aimerait. Donc vraiment, je vais me permettre de recadrer de façon extrêmement bienveillante, y compris pour dire un désaccord. Hein. C'était ça l'idée, c'est de pouvoir dire à quelqu'un, je suis pas d'accord avec le fait que tu vas pas y arriver, tu vas y arriver et ça va très bien se passer. Donner le droit de. Je trouve que ça, on l'oublie souvent quand on est dans une relation managériale. Il y a des droits et des devoirs, mais souvent euh, c'est un peu traître cette idée qu'il y a des droits et des devoirs. Je pense qu'il y a des droits vraiment qu'on doit donner et qui sont extrêmement intéressants. Par exemple, je vais donner le droit à quelqu'un de ne pas être d'accord. Je vais lui dire, mais tu as le droit de ne pas être d'accord. Ce qui n'engage pas le pas faire derrière. Mais je vais lui donner le droit de ne pas être d'accord. Je vais lui donner le droit de résister. Je vais lui dire, mais tu peux résister. Hein, voilà, tu peux mal t'y prendre dans la relation. Hein, voilà, je sais pas, si un collaborateur, par exemple, vient me voir en me disant, oui, j'arrête pas de me disputer avec un tel, c'est bizarre, ça n'est pas aidant dans notre capacité à travailler ensemble. Bah, je peux lui dire, bah oui, en même temps, pour l'instant, tu as le droit de mal t'y prendre et de pas encore avoir trouvé le moyen de renforcer cette relation de travail. Donc vraiment, je vais donner plein d'autorisations, ce qui va permettre à mes collaborateurs d'avoir une relation forte avec moi, de baisser aussi le niveau de peur du manager, de peur du responsable, de peur de celui qui finalement semble avoir les clés hein, semble, hein, parce qu'on n'a pas toujours les clés en tant que manager, mais semble avoir les clés des augmentations, des punitions, des avantages, voilà, des aides qu'on peut donner. Et puis, je vais aussi donner la possibilité à la personne d'avoir peur, d'avoir pas envie, d'être énervé, enfin vraiment, oui, alors, c'est comme avec les enfants, bien évidemment, euh, d'être aussi
bienveillant et on va le voir sur d'autres thèmes, cette idée de réguler nos attentes, la quatrième clé, réguler nos attentes en fonction des possibilités de la personne. Et donc, au moment où la personne, elle n'est pas d'accord pour faire quelque chose, bah, du coup, elle peut pas le faire. Donc, déjà, lui donner l'autorisation de ne pas être d'accord avec une décision qui vient souvent pas, même pas du manager, mais encore au-dessus, lui donner l'autorisation de, bah, tu as le droit d'avoir peur que ça marche pas, tu as le droit d'avoir peur que le changement qu'on est en train de mettre en place, ça t'enlève des choses. Oui, tu as le droit de mal le vivre pour l'instant, hein, toujours cette idée que ça va évoluer, mais en donnant ce droit-là, je respecte profondément les personnes avec qui je travaille et je nourris une relation beaucoup plus forte que de ne pas leur donner le droit, de ne pas accepter finalement que ce sont des êtres humains à part entière. Alors, je vais. Donc, la clé numéro 2 est l'identification des appuis et des failles. En fait, identifier les résistances, les forces, les implications, les manques. Alors, évidemment, comment on fait, on va le voir, mais c'est extrêmement important. Comme tu le disais tout à l'heure, voilà, c'est toute cette première clé va s'intégrer dans un contexte. Là où je peux être un peu en différence par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Patrick, c'est que je le mets pas forcément en amont, en fait. Je le mets en parallèle. Voilà. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Et effectivement, je vais travailler à la relation avec des individus dans une version presque parfois binôme. Et en même temps, je vais avoir une analyse du contexte, de la culture, de ce qui se passe, des résistances, des forces, des implications et des manques. Donc, la première chose pour faire ça, il faut prendre une position méta pour évaluer. Alors, beaucoup d'entre vous peut-être connaissent déjà la position méta, mais j'en rappelle l'idée, c'est en fait se mettre un peu plus loin que si j'étais à ma place. C'est vraiment me reculer d'un pas pour regarder une situation avec un pas de recul, voire même avec deux pas de recul. Ce qu'on fait souvent quand on accompagne les managers à prendre cette position méta, c'est que on leur demande, voilà, là vous êtes dans votre posture de manager avec des collaborateurs que vous devez manager, driver, faire réussir, faire avancer ou les accompagner dans le changement. Si vous étiez un pas de recul, vous vous regardez en tant que manager, mais si vous étiez votre patron, voire le patron de votre patron, voire l'actionnaire de la boîte, ça aussi, ce sont des positions méta. Donc, on va pouvoir chercher en tant que manager à prendre la position de recul la plus adaptée pour avoir le plus d'intelligence cognitive. Hein, c'est même pas une intelligence de savoir, mais c'est vraiment une intelligence d'évaluation la plus performante, la plus intéressante, la moins émotionnelle. Hein, ça aussi, c'est très important. Dans une position méta, je dois avoir coupé avec mes propres enjeux. Donc, parfois, monter N+2, voire à l'actionnaire, voilà, va être très intéressant. Une autre position méta, c'est que je peux prendre une position méta d'un client interne, par exemple, hein, qui viendrait me donner des informations, la position de ce client interne, qui viendrait me donner des informations sur ma façon de fonctionner et sur l'état de mon équipe, l'état de mon management, l'état de mon manager. Donc vraiment, la position méta, c'est prendre une position qui me connecte à une intelligence cognitive très importante et qui me maintient dans un état émotionnel extrêmement confortable, où je n'ai plus du tout les mêmes enjeux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va évaluer? Donc, je vais évaluer sous deux options. Je vais évaluer l'équipe et je vais évaluer la relation entre l'équipe et moi. Et si je suis dans l'accompagnement d'un manager, je vais lui demander d'évaluer son équipe et on va évaluer ensemble la relation que ce manager a avec son équipe. Je vais être vraiment à ces deux entités, évaluer l'équipe et évaluer la relation. Et c'est pas la même chose. La première étape, c'est d'identifier les forces. Si vous commencez par identifier les failles, pour la personne qu'on accompagne comme pour vous-même en tant que manager, c'est plus compliqué parce que ça met notre morale, ça nous baisse l'énergie. Et donc, identifier les forces va être très intéressant. Alors, les forces, c'est quoi? C'est j'identifie ceux qui sont pleinement compétents,
ceux qui sont des alliés, ceux qui sont engagés, mais j'identifie aussi qu'est-ce qui constitue la bonne réputation de mon équipe ou la bonne réputation de ma relation avec mon équipe. Et puis aussi les réussites et les fiertés. Alors, moi, j'aime bien faire appel à des outils différents. Pour faire ça, on a l'arbre de vie de Dina Scherer, hein, que Dina Scherer partage fortement avec plein de tutos, avec des bouquins, tout ça. Donc, pour identifier les forces, l'arbre de vie est un super outil que les managers peuvent vraiment prendre à leur charge très facilement. Hein. C'est pas un outil très compliqué dans l'accompagnement. Et donc, vraiment, on peut trouver plein d'informations sur cet outil. Alors, pardon, j'ai une personne qui vient d'arriver. Bienvenue, Julien. On va aussi identifier les fragilités. Si je veux être juste envers un système, envers mon équipe ou dans ma relation avec mon équipe, je vais devoir identifier là où j'ai des points d'amélioration et là où je suis fragile. Et quand j'accompagne, pour ceux qui sont dans l'accompagnement des managers, bah, on va identifier les forces dans l'équipe, les forces dans la relation et aussi les fragilités. Donc les fragilités pour moi, c'est les problématiques de compétences. J'ai forcément des collaborateurs dans mon équipe où j'en ai qui savent moins bien faire que d'autres et je dois les reconnaître, je dois les identifier euh, pour derrière, on le verra, adapter aussi mes demandes en fonction des compétences. Je dois impérativement, parce que ça, dans le rôle du manager, ça fait vraiment partie de mes devoirs et de mes attentions, je dois identifier ceux qui sont vraiment épuisés. Alors, je dis vraiment épuisés, en vous en parlant, c'est vraiment l'idée de les vrais épuisés. Pas forcément ceux qui se plaignent, qu'en ont marre, alors qu'en fait, ils en ont encore beaucoup sous le pied, et on en a dans toutes les entreprises, hein, des gens qui, quelque part, tirent un peu au flanc. On a pu faire partie de ces gens-là quand on était collaborateur. Mais voilà, je dois identifier aussi ceux qui sont vraiment épuisés et qui peuvent quelque part me claquer un peu dans les pattes. Et du coup, ça, j'ai vraiment un devoir de regard sur ces personnes-là et c'est une vraie fragilité dans les entreprises. Nombre de gens sont fatigués, nombre de gens sont au bord du burn-out, nombre de gens sont en train de partir sans que le manager s'en soit rendu compte. Je partage souvent cet exemple d'une personne qui constitue toute une nouvelle direction, qui me dit, voilà, j'ai un tel, tout va bien, là, c'est à peu près en place, ça fait 3 mois qu'on bosse dessus. La séance d'après, il arrive en me disant, bon, alors, le principal collaborateur est parti, a posé sa DEM il y a 2 jours, donc on doit tout remasteriser. Et il s'en est pas rendu compte. Alors, il y a des fois, on ne peut pas s'en rendre compte, mais en identifiant, en ayant une veille sur les appuis et sur les failles, il y a plus de chances que je ne passe pas à côté de ceux qui sont vraiment épuisés. Et puis, il y a les démotivés, hein, ceux qui n'en ont, qui sont pas forcément épuisés, qui sont pas forcément au bout de leur vie quand ils viennent au boulot, mais pour qui ça commence à perdre du sens, qui se démotivent, qui comprennent pas, voilà. Et on va aller travailler sur les raisons, on le verra sur la slide d'après, mais vraiment faire le distinguo entre ceux qui sont pas assez compétents dans leur domaine, et il y en aura toujours, ceux qui sont épuisés et pas ceux qui sont dans la plainte, et puis ceux qui sont démotivés, sont 3 groupes de fragilité que le manager se doit d'identifier. Dernier élément pour cette clé-là, regardez aussi le système. Et là, on revient à ce que nous partageait tout à l'heure Patrick. Je vais regarder le taux de turnover, l'ambiance générale, le nombre d'arrêts maladie, le nombre de postes vacants. Quand tout à l'heure on se disait, bah, des fois on n'a pas les moyens, bah oui, si j'ai du boulot pour une équipe de 10 personnes et qu'on n'est que 3, j'ai beau faire une super relation, et c'est là où ça prend tout son sens, hein, que ces 3-là, j'ai une relation extrêmement forte avec parce que il y a des postes vacants. Quand j'ai un taux de turnover qui est très très important dans certaines entreprises, il faut que je l'intègre finalement dans ma façon de manager, dans mon implication, dans l'implication que je demande, dans les effets, à chaque fois que j'ai une vague de départ, les effets que ça peut avoir sur ceux qui restent. Donc vraiment d'avoir une évaluation de l'ambiance générale et de tous ces cailloux dans la chaussure des entreprises entre les postes vacants, les arrêts maladie.
et les turnovers. Je vais aussi regarder comment les derniers projets ratés ou des espaces de mauvaise réputation viennent influencer ceux qui sont encore là. Et comment peut-être on pourrait faire mieux la prochaine fois, hein. Regarder le système et évaluer le système n'est pas forcément un état des lieux en se disant les bras ballants, je ne peux rien en faire. Au contraire, toute expérience est une source de feedback. Donc voilà, si mon équipe, j'en ai un qui a une mauvaise réputation, peut-être que je peux agir en tant que manager là-dessus, peut-être pas, hein. C'est toujours d'être très clair avec les possibilités et les impossibilités d'un manager dans son rôle. Et puis, j'aime bien faire un focus sur les fantômes, parce que c'est un élément qu'on oublie souvent dans nos évaluations de contexte. Ceux qui sont partis, comment ils imprègnent encore ceux qui sont encore là, comment ceux qui sont plus là ont laissé une trace, comment des événements, mais un fantôme peut être un projet qui a pris une énergie de dingue à mon équipe pour finalement faire peut-être pas un raté, mais au moins un flop, ou peut-être dans la dernière ligne droite, d'un seul coup, la direction a changé, on a changé le projet, donc ils sont restés poup, un peu sans reconnaissance, sans échec, espèce de grand vide comme ça. Et ce projet-là est un fantôme. On peut avoir aussi des fantômes qui sont constitués par d'anciens managers. Un manager qui a fait énormément de boulettes dans sa façon de manager et qui influence, qui impacte encore l'équipe que vous venez de récupérer. Ou, voilà, et il est encore là, ce manager, il fait encore du mal alors qu'il est parti. Dans l'autre sens, un fantôme peut être très embêtant parce qu'il a été excellent, hein, quelqu'un qui est surpuissant en termes de management, surpuissant en termes de compétences, surpuissance dans le bon sens du terme, peut constituer un fantôme qui va être difficile d'égaler et certainement pas de surpasser, hein. Mais voilà, et ça peut être difficile pour vous en tant que manager de prendre votre rôle pleinement avec la façon dont vous avez envie de manager. Et le fantôme, il est intéressant, ou les fantômes sont vraiment intéressants à mettre en conscience pour vous en tant que manager. Et quand vous accompagnez des managers, et ben voilà, de poser la question de qui est-ce qui est déjà parti ou quel est le projet qui influence encore l'environnement dans lequel vous devez évoluer tous ensemble. Alors, même question que tout à l'heure. La clé numéro 3 qui est de lever les résistances. En fait, les résistances, il y en a tout le temps, avec tout le monde, en permanence, parce qu'on est des êtres autonomes, en fait, hein. Moi, je dis souvent, alors je prends le parallèle avec les jeunes, hein, avec les enfants. Si un enfant résiste, se rebelle, vous répond, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il développe, il a assez de confiance en lui pour pouvoir monter au créneau. Je suis plus inquiète pour un enfant qui est extrêmement sage dans son coin et qui ne se rebelle jamais. Donc pareil pour nos équipes, pareil pour les équipes des managers qu'on accompagne. Les résistances, c'est vraiment la force pas tranquille de la personne qui est consciente de sa compétence, qui a des idées, qui est intelligent, qui sait analyser. Enfin voilà. Donc une des premières idées, c'est peut-être aussi de savoir valoriser la résistance comme étant un bon signe de bonne santé d'une équipe ou d'une personne. Donc la première idée, c'est accepter qu'il y ait des résistances. Elles sont indispensables et on ne peut pas les éviter. Pas fan des négations, mais j'ai pas d'autres termes. On ne peut pas éviter que les gens résistent parce que ça n'est pas eux qui ont amené l'idée, parce que ça n'est pas eux qui ont amené le changement et parce que l'être humain n'est pas forcément extrêmement à l'aise avec le changement finalement, hein. Il en rêve, mais il n'est pas à l'aise avec. Soyez transparent sur ce qui se passe. Quand on accompagne les managers, si je rebascule sur les coachs, il y a vraiment cette idée d'apprendre aux managers à dire voilà ce qui se passe, voilà quelles résistances sont en présence,
voilà les désaccords, voilà ce qui se dit, hein, donc ce qui va pas, les accords, les désaccords, les avantages, les inconvénients. On ne peut pas faire l'impasse sur ce qui existe. À nouveau, hein, c'est vraiment de l'accueil. Et ça va, en accueillant et en étant transparent sur, en tant que manager, en disant, je vois que ça, vous en êtes d'accord, ça, vous n'en êtes pas d'accord. On a sur le projet tel avantage, mais on a aussi tels inconvénients. Et oui, il y a des inconvénients, des avantages, des accords, des désaccords, des trucs qui vont, des trucs qui ne vont pas, dans tout. On ne peut pas faire autrement. On a aussi des inconvénients souvent sur et qui sont vraiment mis je dirais en exergue par les équipes. Le temps qu'on va devoir consacrer, hein, souvent dans l'entreprise, il y a un problème de temps, et les efforts à fournir. Et on est face à des équipes qui sont déjà fatiguées, hein. Je mesure, on est en plein dedans avec la réforme des retraites. D'un seul coup, certaines personnes trouvent vraiment très difficile de se projeter dans 6 mois de plus, 1 an de plus, 2 ans de plus, parce qu'ils sont déjà dans des efforts continus et c'est une réalité de l'entreprise. Donc, soyez transparents sur oui, on va devoir y consacrer du temps et on va mettre en place des choses pour qu'on puisse y consacrer du temps. Oui, il y a des efforts à faire. Moi, je dis toujours et on va donner des laps de temps. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, même si on est transparent sur ce qui se passe pour pouvoir accompagner les équipes à être dans un peu plus d'acceptation. Évidemment, derrière chaque résistance, il y a un besoin. Donc, je vais lâcher l'idée de la résistance, je vais aller chercher le besoin. Plus je vais m'attacher à essayer de contrecarrer la résistance et à convaincre l'autre que sa résistance n'est pas du tout adaptée, et plus je vais la renforcer. Si j'accepte qu'il y ait une résistance, je suis transparent avec le fait qu'elle existe et que je vais chercher le besoin qui génère la résistance, et plus je vais être efficace et je vais en même temps travailler à la relation forte et en même temps avoir une bonne analyse du contexte, de la résistance, de ce qui crée la résistance, et plus de moyens de lever la résistance. En fait, les résistances sont souvent des grands états très inconscients collectifs ou inconscients individuels, hein, voilà, la peur d'être rejeté, qui est vraiment un problème individuel, le manque de reconnaissance, qui peut être et individuel et collectif, la projection de l'échec, hein, qui peut être un truc très collectif, le décalage avec les valeurs individuelles. Donc là, effectivement, le changement qu'on me demande, j'ai l'impression que ça vient piétiner une de mes valeurs fondamentales de sécurité, de bonnes relations, de mon niveau de compétence, qui sont des valeurs individuelles. Donc, à partir du moment où j'ai une résistance, je vais aller chercher sur quoi ça s'appuie, qu'est-ce qui est important dans le fait, qu'est-ce qui génère la résistance, de quel besoin la personne, quel est le besoin que la personne est en train de m'exprimer, plutôt que de viser à dézinguer la résistance qui souvent est beaucoup plus forte que moi. Surtout qu'en plus, plus j'essaye de la dézinguer, plus elle se renforce. Et derrière, je vais répondre aux besoins. Je vais, pour chaque personne ou pour mon collectif, apporter des réponses. C'est mon job. Hein, le manager, il est là pour faire tout ça, au-delà de produire des éléments dans le projet, dans les actions, dans les tâches. J'ai aussi un job à moi, mais mon boulot de manager, c'est de chercher le besoin derrière la résistance et de répondre aux besoins. Et dans la réponse aux besoins, on va appliquer de façon plus efficace si on pense à l'envers. Alors, penser à l'envers s'appuie sur l'approche systémique. Et donc, par exemple, l'exemple qu'on donne régulièrement, c'est si vous pensez que l'autre a tort et que vous avez raison, pensez dans l'autre sens. Il a raison pour lui-même et tort pour vous. Et vous avez tort pour lui et il n'a pas raison pour vous, évidemment. Donc vraiment, je vais, au lieu de batailler sur la résistance, je vais aller répondre aux besoins et même dans le besoin, je vais remettre un coup de 180 degrés en fait. Donc tout ça, bien évidemment, sur cette partie-là, ça prend. Et évidemment, le but derrière ce webinaire, c'est de vous donner plein de clés et vous connaissez que j'aime partager et transmettre, mais il y a aussi l'idée qu'on peut
apprendre à améliorer toutes ces clés avec des formations. Donc, la clé numéro 4, c'est agir concrètement, mais c'est pas agir concrètement sur les autres. L'idée, c'est faire avec la meilleure partie de vous-même et quels sont les leviers qu'on peut activer. Donc là, on est vraiment sur qu'est-ce que le manager va devoir faire avec lui-même et il y a vraiment cette idée que ce soit dans ce webinaire, dans la formation ou dans le bouquin que j'écris, c'est vraiment l'idée de faire durer dans la meilleure santé mentale, émotionnelle et physique possible nos managers. Donc, la quatrième clé, on est vraiment sur comment le manager va travailler avec lui-même et sur quel levier il peut s'appuyer pour rester le plus lucide possible jusqu'au dernier instant. Et avec ce moment épique sur la réforme des retraites, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter. Donc, je pense qu'il faut durer le plus longtemps possible, quoi qu'il arrive, en bonne santé mentale, émotionnelle et physique. Donc, voilà. Une des premières choses, presque, j'ai le terme de devoir en tête, premier devoir du manager envers lui-même, hein, vraiment cette idée-là, c'est de réguler son niveau d'exigence en fonction des possibilités de chacun. J'aime beaucoup cette métaphore qui dit on n'apprend pas à une poule à grimper aux arbres, et j'adore les poules, mais on peut pas demander à quelqu'un qui ne sait pas faire ou qui n'a pas la, le mental pour faire ou qui n'a pas l'énergie pour faire, on ne peut pas lui demander de faire quelque chose dont il n'est pas en capacité. Je vais pouvoir travailler sur la capacité, je ne vais jamais rien lâcher. Pour ceux qui me connaissent, on m'arrête pas comme ça. Mais il y a vraiment cette idée que le manager se doit d'avoir une bonne analyse et de réguler son niveau d'exigence en fonction des possibilités de chacun. J'avais une supervision avant notre webinaire avec des coachs et l'un me disait, bah voilà, j'accompagne une personne qui vient de rentrer dans l'entreprise, qui est dans un groupe d'experts et le patron se comporte avec exactement les mêmes exigences envers ce jeune qui a, je crois, 26 ans, qui débarque dans un groupe d'experts où tout le monde bosse à fond, connaît l'entreprise, connaît ce qu'il y a à faire, tout ça. Et le patron a exactement les mêmes exigences envers ce jeune qui vient de débarquer. Il est à deux doigts de le dégoûter de faire ce job. Donc vraiment, le rôle du manager, c'est de réguler son exigence en fonction des possibilités de chacun. C'est calmer aussi son ego de manager et toutes les interprétations qu'un manager pourra avoir sur lui m'aime pas, lui il veut ma place, lui non, lui je vais pas y arriver parce que un tel me challenge, s'il résiste, c'est parce que je suis pas bon, c'est parce que je suis nul. Stop. Le manager se doit de travailler son ego et de revenir sur les faits. Oui, il y a des résistances, mais elles ne sont pas contre moi. Tant que je n'ai pas de preuves, je ne peux pas me dire que c'est contre moi. Il y a des résistances, ça c'est le fait, mais mon ego de manager peut penser que c'est à cause de moi. Non. Donc, je vais vraiment faire le distinguo et ça va me permettre à nouveau de me reconnecter à toutes mes intelligences cognitives. Si je suis sur les faits et non pas sur mes interprétations de mon ego, je vais pouvoir être beaucoup plus efficace et durer le plus longtemps possible. On va donner des objectifs et les différencier du but. Donc, les objectifs sont des choses très concrètes, timées. On a le modèle SMART dans beaucoup d'entreprises. On a la clarification d'objectifs qui nous est apportée par la PNL. On a voilà, plein de méthodes qui nous permettent de donner des objectifs concrets. Et un des boulots du manager, c'est de faire la différence entre ce que je demande et le but recherché et la vision et la mission et vraiment de savoir faire la différence, ça va être le travail du manager avant de le partager avec les équipes. L'idée de faire confiance, mais suivre de près celui qui résiste encore. En fait, souvent, quand on est manager, on est plus dans un truc un peu polaire de bah, je voudrais faire confiance, mais j'y arrive pas, ou je contrôle tout le monde et je me rends bien compte que c'est pas forcément la bonne idée. Donc, en fait,
c'est la voie du milieu, hein. Merci les bouddhistes. C'est je dois faire confiance à certaines personnes en fonction de leurs possibilités, de leurs capacités, de leur niveau de compétence, avec une bonne analyse. Mais il y a peut-être une ou deux personnes que je dois suivre de près et parce que cette personne résiste encore ou a un problème de compétence ou peut, par exemple, on a des exemples de gens qui travaillent en sous-main à faire en sorte de faire une mauvaise réputation au manager. Bah, il faut que je l'ai identifié et que celui-là, je le suive de près, que je mette une relation encore plus forte. Enfin voilà, je vais travailler différemment avec chaque personne de mon équipe. Évaluer les vrais risques. En fait, souvent, on a des non, mais je dois, je peux pas, je devrais, c'est impératif de, et puis plein de tâches derrière. Moi, je regarde pas au niveau de la tâche, je regarde au niveau du risque de faire ou de pas faire, hein, mais quels sont les vrais risques, ceux dont je suis sûre, et je vais évaluer et même prioriser ce que je demande à mes collaborateurs et ce que je fais moi-même en termes de priorisation des tâches, non pas en fonction de la tâche, mais en fonction du risque que j'encours si je fais ou pas la tâche. Donc vraiment, c'est changer de focus et partir du principe que je vais non pas prioriser les tâches, mais prioriser les risques. Et puis, si je veux que le manager dure le plus longtemps possible, il doit prendre des temps rien qu'à lui. Son équipe, ils vont se débrouiller. Si je ne suis pas en possibilité de dire mon équipe va me débrouiller si je prends un temps pour moi, si je suis à toutes les réunions, si je suis tout le monde, pardon du terme un peu trivial, à la culotte, et que je peux rien lâcher, que je suis en tout contrôle et que je suis obligée de faire plein de choses encore, ça veut dire que je suis formateur. Je suis peut-être dans un CFA, un centre de formation pour des apprentis, mais ça ne veut pas dire que j'ai une équipe. Donc, si je suis en capacité, si j'ai une équipe, je suis en capacité de prendre des temps rien qu'à moi, peut-être pour mener une réflexion, peut-être pour aller faire une heure de sport, peut-être pour partir un peu plus tôt en fin de journée, et ainsi travailler à ma forte durabilité et à garder tout mon cerveau et toutes mes émotions alignées. Et évidemment, le dernier conseil que vous partagerez certainement. Oui, Béatrice, à bientôt. Merci. Euh, Faites appel à des prestataires externes. Un manager ne peut pas tout faire et parfois il faut faire appel justement à quelqu'un venant de l'extérieur pour être le plus efficace possible. Et donc pour finir mes propositions auprès des managers. Donc en fait, si vous êtes manager, que ce webinaire vous a interpellé, posé des questions, peut-être vous étiez présent, peut-être pas, mais voilà, vraiment n'hésitez pas. Je propose à toutes les personnes qui se posent des questions une demi-heure gratuite pour échanger et identifier vos besoins. Que ce soit un besoin de formation, un besoin de conseil, un besoin de coaching, ou juste un besoin de clarifier le besoin et peut-être voilà, d'aller vers d'autres types de prestations. Peut-être avez-vous déjà des choses en interne. Donc voilà, vraiment, je suis toujours intéressée de partager avec des gens qui sont interpellés par ce que je propose. Donc vraiment, un rendez-vous, 30 minutes, on prend un temps pour identifier vos besoins. Vous pouvez être décidé à augmenter votre compétence de manager et donc devoir faire une formation. Donc, il y a une formation qui reprend point par point avec des exercices, des exemples, tout ce que j'ai partagé dans ce webinaire. Et donc, c'est une formation sur 3 jours. Donc, vraiment, on va beaucoup plus en profondeur que ce qu'on a fait dans ce webinaire. Et puis, vous pouvez aussi bénéficier d'un coaching individuel qui serait le coaching du manager efficace, où évidemment ces points vont être approfondis, mais de façon beaucoup plus individuelle. Et la différence entre une formation et un coaching, c'est que la formation va être de vous partager des bonnes pratiques et de recadrer sur les mauvaises pratiques, alors qu'un coaching de manager efficace va être de trouver votre façon de manager et de devenir le manager dont vous avez toujours rêvé.
Je vous remercie de votre écoute. J'ai été ravie de partager ces quelques minutes avec vous. Vous pouvez me joindre. Je suis évidemment disponible. Je suis Isabelle Le Guerlier. Vous pouvez me joindre sur mon mail, sur mon téléphone. Si je ne réponds pas, n'hésitez pas à laisser un texto qui est souvent plus facilement visible pour moi quand je suis en animation de formation. Évidemment, il y a plein de moments où je suis en accompagnement et où donc je ne réponds pas au téléphone. Mais voilà, à partir du moment où j'ai un appel, un mail ou un texto de votre part, je ferai en sorte de vous rappeler. Et je vous dis à bientôt.